Donc, bonjour à tous, bienvenue dans Pause durable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un budget participatif au service d'un Paris plus durable avec Harry de la mission budget participatif de la ville de Paris et nous présenterons le dispositif Main verte avec Margot et moi-même le dispositif Acteur du Paris durable. Donc, Acteur du Paris durable, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif de la ville de Paris qui a été mis en place pour initier, faciliter, favoriser les initiatives, les actions et les projets des acteurs qui œuvrent pour un Paris plus durable. Quel type on a comme acteurs? Nous avons à la fois des entrepreneurs, des entreprises, des associations, mais aussi des citoyens, c'est-à-dire que chaque citoyen peut être porteur de projets et donc nous sommes là pour les aider. Nous avons plusieurs outils pour les aider. Tout d'abord, un site et les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Facebook, Twitter, YouTube et notre newsletter, mais aussi notre site qui fonctionne aussi comme un mini réseau social où chacun d'entre vous peut créer un compte sur notre site internet et poster leurs propres événements liés à la thématique d'une transformation écologique de Paris et poster les actualités de vos projets, de vos associations, de vos entreprises liées à ces thématiques-là. Sur le site, vous pouvez retrouver les événements de tous les autres des événements en ligne en ce moment, mais aussi des événements qui se passent à Paris avec cette problématique, et aussi retrouver des fiches pratiques comme comment devenir éco-volontaire, comment organiser un troc de vêtements, d'objets, comment ouvrir une AMAP, etc. Vous avez aussi un lieu qui s'appelle la Maison des acteurs du Paris durable, qui se situe dans le 4e arrondissement, qui est en ce moment fermé, mais on a l'habitude d'accueillir les événements de nos acteurs gratuitement, avec un rez-de-chaussée qui peut comporter une centaine de personnes et 3 petites salles au premier étage de la taille d'une salle de classe pour une vingtaine de personnes pour des formations, qui sont aussi ouvertes au grand public et gratuites. Donc n'hésitez pas quand ce sera réouvert, on vous accueillera avec plaisir. Et nous avons aussi des formats périodiques que l'équipe d'animation et moi-même créons. Donc vous avez par exemple les réseautages et papotages que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui permet aux acteurs du Paris durable et au grand public de réseauter tout en parlant et en changeant le monde d'une façon plus écologique. Vous avez acteurs Paris durable pour qui, pourquoi, et vous avez bien évidemment les pauses durables, donc qui est un format en ligne. Donc les pauses durables, elles sont toutes filmées à chaque fois et mises en rediffusion ensuite sur notre chaîne YouTube. Et donc nous sommes à la 7e édition sur le budget participatif, mais nous avons tous les sujets, donc perturbateurs endocriniens, agroécologie, éco-construction, énergie renouvelable. Et donc, la semaine prochaine, vous aurez sur l'énergie citoyenne et le mois d'après, vous aurez sur le compost en ville. Donc maintenant, je vais laisser place à Margot de Main Verte. Donc bonjour tout le monde, à toutes et à tous. Merci Eva de nous convier à cette pause durable avec toute l'équipe du pôle jardinage urbain que je vais tout de suite vous présenter. Donc en fait, notre équipe, elle consiste à vous accompagner dans vos projets de végétalisation, que ce soit la mise en place de permis de végétaliser ou de jardins partagés. On a également la maison du jardinage qui est dans le parc de Bercy, qui vous propose des ressources autres comme des salles d'exposition, des trocs-mains vertes, une bibliothèque spécialisée et un potager. Donc pour le moment, la maison elle est fermée bien entendu, mais pour quand même garder un contact et un contenu, on propose des webinaires accessibles à distance. Donc pour toute information, vous pouvez demander à recevoir notre actualité si ces sujets vous intéressent. En ce qui concerne l'accompagnement des jardins partagés, il faut savoir que sur tout le territoire parisien, il y en a 146 et dont 123 qui adhèrent à la charte main verte. Donc on voit qu'il y a une forte concentration de jardins dans le nord-est de Paris notamment. Et tous ces jardins représentent quand même 7000 adhérents et presque 5 hectares sur tout le territoire parisien. Et donc, ces jardins partagés, ce sont vraiment le lieu de vie, de rencontre. Ce sont des projets qui sont concertés avec les différents acteurs du quartier, les associations, la mairie locale, des lieux d'ouverture au public qui visent vraiment à promouvoir l'agriculture urbaine, la sensibilisation à l'environnement également. Et donc, pour les jardins partagés,
qui sont sur le domaine de la ville et qui ont une convention avec la ville, un budget en fait est alloué au début du projet pour aider à l'aménagement. En revanche, durant la vie du jardin, c'est à l'association de subvenir à ces frais. Donc pour tous ces jardins partagés-là qui ont une convention, mais également pour tous les autres sur le territoire parisien, le budget participatif va vraiment être une plateforme qui va pouvoir vous intéresser et sur lequel vous pourrez déposer vos projets de récupérateur d'eau, d'OYA, de compost, d'hôtel à insectes, etc. du 4 au 28 février. Et donc, on va tout de suite maintenant laisser la parole à Harry qui va nous présenter cette plateforme plus en détail. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux acteurs du Paris Durable pour leur invitation. Merci à Eva pour l'organisation. Je suis Harry Brodache, responsable de la mission budget participatif de la ville de Paris. Et je suis accompagné de Titouan Tancé, qui est chargé de mission budget participatif au sein de mon équipe et qui sera aujourd'hui à la manette sur tous les aspects techniques et éventuellement pour répondre à certaines des questions. On est ravis de cette opportunité qui nous est donnée de vous parler de l'édition 2021 du budget participatif. Ravis à plusieurs titres. D'abord parce que l'année 2020 a été agitée et contrainte et que du coup il n'y a pas eu de budget participatif en 2020, donc on reprend après une dernière édition une 6e édition du budget participatif qui s'est déroulée en 2019. Et on est donc ravis de reprendre ce rendez-vous, cette habitude, ce dispositif qui évolue, vous allez le voir un petit peu, mais qui dans sa forme globale reste tel que vous avez pu prendre l'habitude de le côtoyer les années précédentes. On est ravis aussi, et on le voit sur les diapos suivantes, voilà, de vous parler du budget participatif parce que tout simplement, les thématiques de travail et les thématiques qui vous intéressent et qui vous mobilisent, bien au-delà du budget participatif, sont des thématiques qui trouvent une place privilégiée au sein du budget participatif. Non pas qu'on ait décidé de leur donner une place privilégiée, et c'est une des choses d'ailleurs qui nous plaît dans ce dispositif, mais on a vu s'exprimer une véritable attente citoyenne au travers du budget participatif pour notamment, on le voit ici, des questions d'agriculture urbaine. On voit aussi que ces questions d'agriculture urbaine qui ont donné naissance à des projets déposés au budget participatif, aujourd'hui se répliquent et sont appropriés et mis à l'échelle par la ville. Vous avez ici l'exemple de la première forêt dite open source. Aujourd'hui, on parle de la forêt Miyakami, projet porté par une association qui s'appelle Boom Forest. Donc, vous voyez un petit témoignage d'ailleurs sur cette diapo qui nous dit que voilà, ils ont naïvement proposé une idée un jour au budget participatif. Et cette idée, elle est devenue une forêt. Et aujourd'hui, dans son engagement de planter, je crois, près de 170 000 arbres dans le mandat, durant le mandat, on sait que la mairie de Paris va faire appel à cette méthode parce qu'elle a fait ses preuves au travers d'un projet qui a su démontrer sa pertinence et son utilité au budget participatif. Donc le budget participatif, c'est aussi ça. C'est à la fois vos idées qui prennent vie si elles sont votées au budget participatif, mais c'est aussi vos idées qui peuvent inspirer plus largement tout l'écosystème de la collectivité pour être étendu, réapproprié, redéveloppé sur d'autres espaces. On a évidemment, au travers du budget participatif, reçu des propositions au-delà de la végétalisation, mais qui s'inscrivent dans une dynamique de développement durable. Je vous parle ici des projets, un projet intitulé Des quartiers populaires à énergie positive, qui a été voté en 2016 et qui, depuis quelques jours, se traduit par l'injection dans le réseau énergétique d'énergie produite à partir de ces panneaux solaires et au travers d'une coopérative citoyenne qui s'appelle Énercitif. Là aussi, une coopérative qui n'existait pas et qui s'est structurée suite au vote de ce projet, au travers duquel la ville finance l'acquisition des équipements et la mise à disposition des toitures. On va vous montrer 3 vidéos issues du budget participatif.
En 2016, on s'est interrogé s'il y avait des moyens pour récupérer la biodiversité dans la ville, une ville très belle comme Paris. Et on a découvert la méthode Miyawaki. On a postulé au budget participatif du 2016 et on a reçu 14 000 votes à peu près. Suite à la victoire du budget, on a fondé Boom Forest et on a créé cette petite forêt à la Porte de Montreuil. Le budget participatif nous a permis déjà de montrer que les Parisiens étaient intéressés par un projet de cette nature-là. Ensuite, ça a permis d'avoir des relations facilitées avec la mairie de Paris et qui a mis en place toute une série de dispositifs, à la fois au niveau des compétences et au niveau même de la logistique qu'ils ont pu mettre en place pour nous accompagner. Donc ça nous a vraiment permis de concrétiser le projet et de lui donner vie. Le budget participatif nous a vraiment permis de lever les fonds pour ce projet pilote. Ça nous a permis de nous procurer la terre pour l'aménagement du site, de sécuriser le lieu et d'avoir tout l'aspect logistique pour réaliser la plantation avec une quarantaine de volontaires. Cette initiative a la possibilité de créer une barrière verte qui fait du bien à tous les riverains, aux magasins qui sont à côté. Le budget participatif, il est intéressant pour deux raisons. Déjà parce qu'on peut valider les projets qui nous intéressent, mais aussi parce qu'on peut en proposer à partir de pas grand-chose. Et nous, quand on s'est lancé au départ, c'était vraiment une idée très prospective. C'est vraiment quelque chose d'unique et dont il faut s'emparer. Vous êtes ici sur le toit du centre Jean Dame, qui est un équipement de la ville de Paris. C'est un toit qui fait environ 800 mètres carrés, dont l'aménagement a été proposé par des habitants du quartier principalement. C'est un espace qui a pas mal de contraintes. Du coup, il y a des investissements qui ont été réalisés pour rendre accessible ce jardin, avec notamment la création d'un escalier. Ce projet, qui a été financé dans le cadre du budget participatif, a pu rester participatif même après la réalisation, puisque les habitants participent à ce projet, à animer ce jardin. Mes fenêtres donnent sur le toit, j'avais ce toit terrasse qui était banal. Moi je suis ravi donc qu'on ait pu obtenir cette végétalisation. Ça répond aussi à un simple besoin d'avoir des espaces verts dans leur quartier. Dans un premier temps, on a reçu pas mal les gens qui avaient déposé des projets au budget participatif. Il a fallu un peu discuter avec eux de leurs envies, puisqu'on était là pour faire la médiation en fait, entre ces projets-là et puis la mairie de Paris. Il y a eu cette première étape-là vraiment de pédagogie de projet, savoir qu'est-ce qu'on allait ouvrir, qu'est-ce qu'on allait faire avec eux et pour qui. Le process qui a été développé, c'est un process participatif, ce qui est assez atypique en France et on n'a pas encore trop l'habitude, d'où toute la complexité d'amener les gens à se projeter en fait, sur un lieu, à leur faire comprendre qu'on a envie de travailler avec eux, pour eux. C'est vraiment important que les gens ne soient pas uniquement consommateurs de leur espace, mais deviennent acteurs de leur cadre de vie, qui participent, qui puissent se l'approprier en fonction de leurs usages. Et aussi, forcément, c'est ça l'objectif des budgets participatifs et des projets participatifs en général, c'est que ça se coordonne avec les envies de tous. Quand on voit ces vidéos, on réalise combien on a de la chance de faire notre métier pour essayer de donner corps à vos idées. Alors, ça n'est pas toujours des projets aussi importants, ça n'est pas toujours des projets aussi ambitieux, mais ceux-là font partie de ceux qui, pour nous, incarnent toute l'ambition de ce dispositif qui s'inscrit dans une volonté plus large de la maire de Paris, désormais de partager, de discuter de 25% des investissements publics de la ville avec les Parisiennes et les Parisiens. Ce qu'on voit, c'est qu'on a vu voilà, beaucoup de typologies de projets qui vous intéressent émerger au travers du budget participatif. On a parlé des jardins partagés tout à l'heure, de la production énergétique.
On pourrait parler aussi de la construction écologique avec des bâtiments démonstrateurs qui, certains viennent d'être livrés. Je pense à la petite fabrique dans le 13e, très récemment. On pourrait parler aussi de la lutte contre le gaspillage alimentaire et combien tous les projets que vous avez pu proposer au budget participatif ont aussi, c'était pas le but initial, mais ça s'est avéré indispensable, été des projets de solidarité en première ligne lors du premier confinement et des périodes difficiles qu'on vit depuis, des associations qui ont été équipées grâce au budget participatif en véhicules réfrigérés et qui ont pu assurer une solidarité dans la distribution d'aide alimentaire dans le cadre de la crise sanitaire qu'on traverse, des expériences de sciences participatives autour de la mesure participative de la qualité de l'air, j'en passe. C'est à peu près 40% des projets votés au budget participatif qui s'inscrivent dans cette dynamique de développement durable, sans que, et je crois que c'est une des vertus de ce dispositif, et c'est une des preuves de la mobilisation des Parisiennes et des Parisiens sur ces questions, sans qu'aucune thématisation du dispositif ne vienne l'imposer en amont. Rapidement, on peut passer, on revient, voilà, c'est une dynamique qu'il vous voyez a grandi sur le précédent mandat pour atteindre 143 000 votants. Là, on ne parle que du budget participatif territorial, celui dont on va parler ce soir. Si on cumule, on va le voir après, avec les budgets participatifs des bailleurs sociaux et des écoles et collèges, on atteint 230 000 votants en 2019, qui représentent plus de 10% de la population parisienne. Alors évidemment, c'est jamais assez et on veut continuer à suivre cette courbe ascendante. Mais néanmoins, quand on se compare, on se rassure, comme j'ai coutume de dire à mon équipe souvent. Et on compare, eh bien, on constate qu'on est dans la fourchette très haute des dispositifs de budget participatif à l'échelle nationale. Il faut aussi noter que la ville de Paris était une des 4 villes dites pionnières à se lancer dans cette aventure en 2014, avec Montreuil, Rennes et Grenoble. Il y a aujourd'hui près de 80 collectivités en France qui portent et proposent des budgets participatifs. Preuve que tout ça s'est largement démocratisé, sans mauvais jeu de mots, et démontrant aussi le succès de la démarche et l'appétence citoyenne pour ces dispositifs. Le budget participatif de Paris, c'est 986 projets votés. Vous retrouverez sur les présentations qu'on diffusera les liens pour accéder à notre site et les découvrir. 445 millions d'euros votés pour un investissement qui est toujours en cours, hein. On est toujours en train de réaliser les projets votés. Et comme un projet peut représenter plusieurs réalisations, eh bien, à ce jour, plus de 2600 réalisations sur le territoire. On sait que j'ai repéré quelques-uns des participants dans le chat qu'il il y a certaines réalisations qui prennent du temps et on est les premiers à s'en excuser, mais c'est aussi la vie de nos projets que d'être complexes à être mis en œuvre. Mais néanmoins, ces 2600 réalisations, ça témoigne d'une mobilisation très forte de l'administration parisienne au service de cette volonté citoyenne qui s'exprime dans le budget participatif. Bon, c'est un effort qui s'est traduit aussi dans les quartiers populaires. On va passer, c'est moins l'objet ce jour, mais avec une volonté de la maire de Paris de réserver 30 millions d'euros par an au budget participatif des quartiers populaires. Une volonté qui perdure évidemment sous d'autres modalités, on va y revenir. Les modalités, justement, alors en 2021, eh bien, comme le rappelait Main Verte, on est à quelques jours du dépôt de projet qui ouvre la plateforme du budget participatif, ouvre le 4 février prochain. Et jusqu'au 28 février, vous pourrez déposer vos projets avant que nous ne les analysions parfois, et on va tenter de développer ça avec vous. Mais on devra aussi les étudier en termes de faisabilité technique. Les projets faisables et validés par des commissions d'arrondissement, j'y reviendrai, seront mis au vote en septembre. Ceux qui sont votés se verront attribuer des financements à partir de décembre, lors du vote du budget par le Conseil de Paris, qui permettra ensuite aux directions de commencer à engager leur mise en œuvre. Alors, un projet, c'est quoi? Un projet du budget participatif, pour le dire très vite, c'est 2 questions. 3 questions, allez. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive votre proposition? Quoi? Qu'est-ce que vous proposez de faire? Et où? Où est-ce que vous proposez de le faire? Alors, évidemment, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais globalement, je cherche à vous dire ici que un projet, c'est un peu plus qu'une idée, mais c'est pas non plus quelque chose d'hyper détaillé, de préfinancé, où vous avez envisagé le budget prévisionnel, les moyens mobilisés, etc. Néanmoins, il nous faut quand même quelques informations pour que votre projet soit robuste et il doit répondre à quelques conditions.
qui sont celles que vous voyez à l'écran. La première, c'est de poursuivre un objectif d'intérêt général, puisqu'on parle évidemment de dépenses publiques. La deuxième, c'est de relever des compétences de la ville. La troisième, c'est de relever d'une dépense d'investissement, on va y revenir. Et la dernière, c'est d'être déposé par un résident ou une association de Paris. Donc là, c'est un petit quiz pour vous. On a un exemple pour savoir si vous arrivez à savoir, vous, si ce projet est recevable ou pas. Donc, ce petit exemple, c'est, imaginons que Nadine, irlandaise, mais qui habite à Paris, souhaite déposer au budget participatif un projet de création d'une maison de la pêche et de la nature. Et son objectif, c'est de faire de cette maison un point de rencontre pour les pêcheurs de Paris et un centre de ressources autour du thème de l'eau et à destination des scolaires et des Parisiens. À votre avis, est-ce que cette proposition est recevable? Réponse A. Ou non recevable? Réponse B. Donc, pour vous laisser le temps un peu de réfléchir, Margot et moi-même, nous allons y réfléchir dessus. Donc, pour l'instant, il n'y a que des A et un B. Moi, j'aurais tendance à dire, comme elle habite à Paris, donc elle peut déposer pour l'instant. Mais une maison de la pêche, ça demande de l'emploi, etc. Donc, c'est du fonction. Donc, moi, je dirais B, non recevable. Toi, t'en penses quoi, Margot? J'ai pas trop envie de, comment dire, de guider les gens, mais comme toi, effectivement, elle habite à Paris, donc ça, c'est un point. L'objectif de la maison a l'air tout à fait d'intérêt général. Donc après, il y a peut-être un petit piège dans la question. À voir. La pêche, c'est cruel. Donc, ouais, pour l'instant, beaucoup Peut-être que de la A. pêche n'est pas adaptée. Ouais. Beaucoup de A, quelques B. Donc, on va dire à peu près 60-40 pour le A. Ok, alors plusieurs éléments d'information. Merci pour vos réponses. La pêche, c'est cruel. Ça, c'est une question qui ne, j'ai envie de dire, sans provocation évidemment, qui ne concerne pas le budget participatif. Mais ça me permet, je le dis juste pour illustrer un point qui est important dans le cadre du budget participatif. Ça n'est pas les projets qu'aime la ville ou que n'aime pas la ville. C'est vraiment pour ça que je le dis. C'est pas le but du budget participatif. Le slogan du budget participatif, c'est vous proposer, vous décider. Nous sommes là pour dire si c'est recevable, c'est-à-dire si ça répond aux 4 critères que je viens d'évoquer, et si c'est faisable, techniquement parlant. Mais c'est important de se dire que le budget participatif ne nous autorise pas à décider de la pertinence d'un projet, de sa qualité intrinsèque. C'est les habitants qui le décident au travers du vote. Maintenant, sur la question, c'est intéressant parce qu'effectivement, elle est volontairement un petit peu ambivalente et votre 60-40 l'illustre bien. Et elle illustre aussi le fait que le budget participatif, c'est pas non plus un dispositif complètement figé. Il y a une étude au cas par cas. Et c'est tout l'objet de l'analyse participative dont on va vous parler ensuite. Dans le cas que vous avez évoqué, effectivement, Nadine, elle est irlandaise. Il n'y a pas de condition de nationalité pour déposer un projet. Elle habite Paris. Il y a une condition de résidence et elle y répond. Elle a un projet de création d'une maison de la nature et de la pêche. À ce stade, on se pose une question, et qui est celle qu'évoquait Eva très justement. La question, c'est qui prend en charge les coûts de fonctionnement induits? Qui va animer cette maison? Qui va travailler dans cette maison? Est-ce que c'est des bénévoles? Voilà, qui va gérer cet équipement? Et est-ce qu'un lieu est identifié pour le créer? Si le lieu est identifié et que vous nous le dites dans votre dépôt de projet, si vous avez les moyens, en tant qu'association, de la pêche et de la nature à Paris, de gérer cet équipement et que vous nous le dites dans votre projet et qu'il s'agit là de rénover un local pour le rendre accessible au public, répondant à des normes d'établissement recevant du public et vous permettre, de développer votre activité, c'est recevable, il n'y a pas de problème. L'enjeu, c'est de bien nous l'expliquer, mais on vous pose des questions tout au long de votre dépôt de projet pour vous le permettre. Si par contre, vous n'avez pas de lieu et que vous n'avez pas d'idée, au-delà de l'idée de la maison de la pêche et de la nature, de comment cet équipement va être géré demain, effectivement, je donne raison aux partisans du B, cette proposition n'est pas recevable puisqu'elle induira
des dépenses de fonctionnement supplémentaires pour la ville de Paris qui ne sont pas financées dans le cadre du budget participatif. Ouais, j'ai bon. Voilà, donc c'est là, on vous met une réponse un peu abrupte, mais on précise quand même que finalement, ça dépend de la manière dont vous présentez votre projet, dont votre projet est élaboré, travaillé, robuste. Et c'est d'ailleurs pour ça que on développe un temps de dialogue postérieur au dépôt de projet, parce que imaginons que vous arriviez devant nous avec un projet Maison de la Nature et de la Pêche, on pourra très bien vous dire, écoutez, peut-être que votre projet il n'est pas encore mûr, peut-être qu'on va vous renvoyer vers les réseaux des acteurs du Paris durable, qui va pouvoir vous orienter vers des accompagnants qui vont vous aider à le préciser, et peut-être qu'il sera plus intéressant de le déposer en 2022, une fois que ce projet, effectivement, aura été précisé et que vous pourrez nous dire comment est-ce que vous prenez en charge les coûts de fonctionnement induits. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, investissement fonctionnement, vous l'avez entendu au travers de cet exemple. Je construis une maison de la nature et de la pêche, je rénove un local, j'achète des biens d'équipement pour aménager ce local. Tout ça, c'est de l'investissement. Je paye les factures d'énergie, je paye la rémunération des personnels ou les fournitures courantes. Ça, c'est du fonctionnement et ça n'est pas pris en charge dans le budget participatif. Alors évidemment, quand on accepte un projet de végétalisation, par exemple, qui est un projet d'investissement, on sait très bien qu'il y a des coûts de fonctionnement induits. On les accepte parce que ça reste des coûts de fonctionnement complètement acceptables. Prenons l'exemple d'un espace végétalisé qui se situe sur la tournée des agents de la direction des espaces verts et de l'environnement. Certes, c'est une surcharge de travail pour eux et un effort de réorganisation éventuellement de leur tournée, donc un coût de fonctionnement, mais on estime qu'il n'est pas trop important dès lors qu'on travaille évidemment ces questions au moment de l'instruction avec la direction environnement. Donc il est possible que, enfin, en tout cas dans les faits, la majorité de ces projets sont jugés recevables et faisables. Dernier critère de non-recevabilité qui est un peu là aussi l'illustration de nos apprentissages au fur et à mesure des années, hein. Le budget participatif parisien est quelque chose qui mûrit en marchant. On a beaucoup appris avec vous, on a beaucoup appris de vos retours, de nos discussions internes aussi avec nos collègues, puisque c'est un dispositif qui mobilise près de 500 collègues à différents moments de l'année, qui ne sont pas tous dans les mêmes services, tous dans les mêmes directions, et qui font au mieux pour se coordonner au service de cette ambition participative. Les projets d'aménagement lourds ne sont plus acceptés dans le cadre du budget participatif. Vous en voyez quelques exemples à l'écran, tout simplement parce que ça posait des questions en termes de coordination des chantiers, de cohérence des aménagements. Quand on propose une piste cyclable qui est votée au budget participatif dans la rue X, alors qu'il y a un plan vélo beaucoup plus massif qui est en train de prévoir une piste cyclable dans la rue Y qui est adjacente, eh bien, effectivement, on crée des problématiques pour les équipes chargées de mettre en œuvre ce plan vélo, là où effectivement on pourrait s'en remettre plutôt au programme d'investissement de la mandature. Donc on essaye de limiter ces projets pour faciliter la bonne coordination des chantiers et la bonne cohérence de nos pratiques d'aménagement. La démarche embellir votre quartier est une démarche portée, on va dire, c'est une démarche d'aménagement participatif à l'échelle d'un quartier. Certains la baptisent familièrement les ZAP, zones d'aménagement participatif. L'idée, c'est d'organiser des débats collectifs sur l'aménagement global d'un quartier. C'est une démarche qui va concerner de plus en plus de quartiers dans Paris. Un périmètre de 17 quartiers va être proposé la semaine prochaine pour ce dispositif. Et donc, les projets déposés au budget participatif, dès lors qu'ils relèveraient de ces périmètres embellir votre quartier et qu'ils concerneraient l'espace public, puisque c'est bien l'espace public qui est concerné, seraient reversés dans la démarche pour être mis en débat dans ce cadre. Ça ne veut pas dire donc qu'ils sont non recevables au sens on les oublie, ça veut dire qu'ils sont mis en débat dans un autre cadre que celui du budget participatif et que donc ils ne seront pas soumis au vote. Donc du coup, un autre quiz pour vous. Jean, 16 ans, parisien, souhaite déposer au budget participatif un projet pour installer des agrès sportifs dans la rue XYZ. La rue XYZ est située donc au cœur d'un quartier concerné par la démarche Embellir. À votre avis, cette proposition A est recevable pour un budget participatif, B non recevable mais réorientée vers embellir votre quartier, ou C non recevable donc non traité. Là, Donc c'est en un test attendant, ouais. pour savoir si vous m'avez écouté, quoi. Si on Attention, a je suis bien lu très attentivement. susceptible.
très Donc très pour l'instant, susceptible. c'est B. Moi, je dirais situé au cœur. Donc déjà, Jean parisien, il n'y a pas besoin d'être majeur, je pense. Ah, Parisien, c'est bon. Eva, regarde s'il n'y a pas un piège. Mm, mm. Elle commence à nous Euh, connaître. rue... rue située au cœur du quartier, embellir votre quartier. Donc je dirais, comme le public, hein, pour l'instant, il y a plus de B. Margot, est-ce que tu as une idée? Il y a un A aussi dans les Ouais. réponses. Donc pour une personne, ce serait recevable au budget participatif. Effectivement, le projet, il semble tout à fait envisageable. A priori, il n'y aurait pas de contre-indication. Après, comme c'est situé dans un quartier, embellir votre quartier, est-ce que ce serait pas là, Henri, le petit piège? La subtilité, tout à fait. Effectivement, ce projet, si on oublie l'idée qu'il est dans la démarche embellir, ce projet est tout à fait recevable. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de messages de gens très contents de voir qu'il y avait eu autant d'agrès sportifs votés au budget participatif parce que ça a été, je crois, une alternative pour les sportifs là dans les périodes de couvre-feu et de confinement qui a été très appréciée. Fin de la parenthèse. Donc oui, la démarche est recevable, mais elle est située en embellir dans votre quartier, donc elle sera réorientée et mise en débat dans le cadre de embellir votre quartier. Dernier élément de règle, il y aura, non, avant-dernier élément, il y aura une thématique à l'échelle tout Paris, une thématique très ouverte. En fait, cette année, ça sera avant tout une ligne éditoriale. L'idée, et on ne doute pas qu'au sein du réseau des acteurs du Paris durable, il y ait beaucoup de propositions sur cette question. Mais voilà, l'idée, c'est comment on construit dès maintenant. Demain se construit aujourd'hui, si je devais le résumer en une phrase. Aujourd'hui, on dépose des projets au budget participatif. Ils seront mis au vote en septembre. On espère qu'en septembre, on sera doucement en train d'atterrir et de sortir de cette crise sanitaire et que donc il sera temps de penser à la relance et au rebond et que toutes les propositions qui ont été faites au budget participatif s'inscriront dans cette relance qu'on espère vers un monde plus résilient, plus durable, plus solidaire, plus. Voilà, donc la thématique Tout Paris n'est pas limitative cette année. Elle invite tous ceux qui proposeront des projets à cette échelle à bien se situer dans cette dynamique de relance qui doit nous permettre aussi de mettre à l'échelle un ensemble de solutions créatives, de solutions solidaires qui ont été développées dans les quartiers pendant la crise et qui méritent d'être répliquées à l'instar de la forêt dont on parlait en début de présentation. Voilà, dernier élément, je le disais en introduction, le budget participatif, c'est désormais une brique d'une ambition plus large, qui est de partager 25%, de mettre en débat 25% de l'investissement de la ville de Paris avec les Parisiennes et les Parisiens. Le dispositif Embellir votre quartier est une autre brique. Le tout étant pour les projets mis au vote dans le cadre du budget participatif dans les arrondissements, de ne pas dépasser un montant maximum de 2 millions d'euros, qui là non plus n'est pas très limitatif quand on considère que sur la période précédente, sur les 6 éditions précédentes, le montant moyen des projets mis au vote dans les arrondissements est 440 000 euros. Alors concrètement, on vous parlait du calendrier tout à l'heure. Eh bien, le tic-tac est enclenché jusqu'au 4 février. Ouverture du dépôt de projet à 9 h, clôture le 28 février à 20 h, comme un bureau de vote. Avant d'entamer une analyse de recevabilité, c'est-à-dire on va vérifier à ce stade que vos projets suivent les quelques critères qu'on vient d'évoquer, représentent une dépense d'investissement, visent l'intérêt général, ce qui veut dire aussi qu'une entreprise peut tout à fait proposer un projet, mais que ça ne doit pas être un projet d'intérêt commercial, ça doit bien être un projet d'intérêt général, qu'il relève donc de nos compétences et ne suscite pas de dépenses de fonctionnement trop importantes pour la ville de Paris. S'en suivra une phase d'analyse participative des projets sur laquelle on va revenir, parallèlement d'un travail d'instruction. Donc là, c'est vraiment les directions opérationnelles qui travaillent, typiquement la direction des espaces verts et de l'environnement sur un projet de rénovation d'une aire de jeu dans un square, pour nous dire si c'est faisable ou pas, et si c'est faisable, à quel coût. Ensuite, une période de commission
là aussi on va y revenir, qui doit arrêter la liste des projets soumis au vote. Et enfin, à l'automne, rendez-vous pour le vote, avec un scrutin qui va évoluer dans ces règles pour être encore plus représentatif de chacune des opinions exprimées. J'y reviendrai. Alors, dépôt de projet donc bientôt, avec 3 semaines et demie pour déposer un projet. Voilà, vous voyez un petit peu comment on va rentrer dans les détails ensuite. Vous voyez un petit peu à la fois comment ça se déroule, combien de temps ça dure. Du dépôt de projet au vote, bah, c'est à peu près 9 mois. 9 mois pendant lesquels on ne s'ennuie pas. Vous le voyez, on n'a pas de temps mort. Vous voyez des acronymes étonnants en blanc sur votre écran. C'est uniquement pour illustrer qu'il y a beaucoup de gens mobilisés au service de ce dispositif. Le budget participatif, c'est à la fois de la participation citoyenne et de la transformation publique. C'est beaucoup de transversalité, beaucoup de coopération et on est ravis de les soutenir et de les accompagner. Donc voilà, c'est finalement une année de travail qui nous permet d'engager, suite au vote du budget par le Conseil de Paris, la mise en œuvre des projets votés en janvier suivant leur dépôt. Le dépôt, c'est la diapo suivante, c'est quelque chose de très simple. Ça sera en ligne. Là, encore une fois, le formulaire de dépôt sera ouvert le 4 février. Allez, je me risque à dire que c'est 10 minutes maximum, dès lors qu'évidemment votre projet est prêt. Un projet déposé au budget participatif, c'est quelques informations sur qui vous êtes, où il est localisé, quelle est la thématique de votre proposition, quelle est sa localisation, son descriptif avec 2000 caractères maximum, son titre 60 caractères maximum, des pièces jointes si vous le souhaitez, et c'est terminé. Vous recevez un accusé de réception immédiat et le site est immédiatement publié sur le site internet. Le projet pardon, est immédiatement publié sur le site internet avec la possibilité de le commenter, de s'y associer, c'est-à-dire d'être tenu au courant de toutes les étapes qui suivront pour les autres internautes. C'est important, je précise ça parce que à partir du moment où vous déposez un projet, pour le dire très rapidement, vous êtes en campagne. C'est-à-dire que votre projet, à un moment donné, s'il est faisable et recevable évidemment, va être soumis au vote. Ça veut dire que vous avez tout intérêt à mobiliser autour de vous, dès le moment où vous l'avez déposé, des collègues, des amis, des voisins, des riverains, des membres de l'association à laquelle vous appartenez pour le soutenir. Parce que c'est ce soutien aussi qui va lui conférer de la robustesse et qui va lui permettre au moment du vote de fédérer très largement une adhésion et un plébiscite, et de susciter un plébiscite. Alors l'analyse participative, oui, on peut mettre des images et vidéos, pardon, j'ai oublié de le préciser. L'analyse participative, elle se déroule donc en mars et en avril, en 2 typologies. La première, c'est la co-construction. Dès lors que des projets se ressemblent, on va chercher à les regrouper, on va inviter les porteurs de projets à fusionner leurs propositions au sein d'un projet commun. Typiquement, j'ai 10 propositions sur le vélo dans le 12e arrondissement. J'invite tous les porteurs de projets à rédiger un projet commun sur le vélo, qui est le projet qui sera soumis à l'analyse de faisabilité des directions et au vote, le cas échéant. L'acceptabilité, c'est une autre modalité qui collerait bien à notre histoire de maison de la pêche et de la nature. Typiquement, je reçois ce projet de maison de la pêche et de la nature, je me demande si son déposant a pris en compte les coûts de fonctionnement induits par ce nouvel équipement et est capable de les assumer. Eh bien, je vais l'inviter à ce qu'on a appelé un dialogue d'acceptabilité, c'est-à-dire je vais l'inviter à me rencontrer, moi, mairie d'arrondissement, avec éventuellement mes conseillers de quartier, pour discuter de ce projet en particulier, éventuellement le creuser avec lui au travers d'une marche exploratoire ou d'un groupe de travail. Et à l'issue de ce dialogue, bah, soit on pourra préciser le projet, le réécrire ensemble, soit on pourra justement décider que ce projet mérite un accompagnement particulier et qu'il n'est pas encore mûr pour être déposé. Le tout, c'est que tout ça se fasse en bon accord avec le porteur de projet. Voilà, une fois que cette analyse participative est terminée, alors certains projets ont déjà été envoyés à l'instruction et ceux qui ont été mis en débat ou en discussion avec leurs porteurs et leurs déposants, eh bien, seront envoyés à l'analyse technique pour vérification de leur faisabilité et de leur coût. Il arrive que on n'ait pas le temps de rencontrer toutes les personnes qu'on aurait envie de rencontrer à ce stade, ni de co-construire toutes les propositions qu'on aurait envie de co-construire. Auquel cas, on fait des regroupements
mais on va le voir sur la diapo suivante. Et cette fois, je crois me rappeler qu'il y avait une petite question d'ailleurs posée en quiz. Voilà, dans ce cas-là, on fait un regroupement. Je le dis juste pour terminer et ne pas trop vous piéger sur cette dernière étape du quiz. Le regroupement, ça veut dire qu'à la différence de la co-construction, on s'engage à faire chacun des projets qu'on regroupe. La co-construction, seul le projet voté fait foi. Le regroupement, tous les projets sous-jacents, ce qu'on appelle dans notre petit langage les projets enfants, sont mis en œuvre. À toi, Eva. Alors, du coup, sur cette dernière phrase qui précise bien la différence entre regroupement et co-construction, à votre avis, à quoi correspondent ces schémas entre acceptabilité, regroupement et co-construction? Donc réponse A, c'est-à-dire que le premier schéma ressemble au regroupement et le deuxième à la co-construction et le troisième acceptabilité. Ou réponse B, le premier schéma serait co-construction, le deuxième regroupement et le troisième acceptabilité. Et bah Margot, vas-y, commence. Alors, si on regarde le premier schéma, là, on regroupe du coup 3 projets ensemble qui a priori, ne vont pas changer. Enfin, les 3 entités restent bien distinctes. Et dans le second, là, on a comme une création de nouveaux projets. Donc, à voir si du coup cette création de nouveaux projets, c'est un regroupement ou une co-construction. Donc, je vois que dans le chat, on a du A et du B pour le moment, les deux. 50-50. 50-50. Donc Bon, tu peux pas choisir en fonction. le dernier, c'est acceptabilité. Ça, c'est... Vous Ça, on avez est aidé. dans Merci le bien. Harry. Merci Titouan, c'est Titouan qui est très généreux. Moi, je suis impitoyable. Titouan. Mais Alors, il on met a beaucoup de plus de A quand bienveillance. même, là, a priori. Ouais, pour l'instant, on a. Ah, c'est Ouais. 50-50. Hein. Ouais, on voit que les projets s'additionnent. Allez, on voit que les projets s'additionnent. C'est A. Ouais. Effectivement, on va faire A, B et C. Enfin, on va essayer de les réaliser. Il arrive, je le précise à ce moment-là, qu'on ait des difficultés techniques sur certains projets ou des difficultés administratives, auquel cas, on en informe les déposants. Mais dans la théorie, on fait A plus B plus C, c'est une addition, donc c'est un regroupement. Voilà, dans le deuxième schéma, on voit bien qu'on a fusionné 3 propositions autour d'une quatrième qui s'appelle la proposition D. Là, on est dans la co-construction. Voilà, on arrive. Donc, on récapitule. Vous avez déposé un projet, on sait s'il est recevable ou pas, on sait si on en a discuté avec vous, peut-être. On espère qu'on l'aura fait, mais encore une fois, on a, si je me base sur les chiffres 2019, c'est 2000 projets déposés, donc malheureusement, on ne peut pas rencontrer tout le monde. En tout cas, on a fait l'instruction technique. On sait si votre projet est faisable ou pas et à quel coût. Tous ces résultats sont livrés à des commissions d'arrondissement et à une commission tout Paris présidée par le ou la maire, dans lequel on va retrouver des représentants des instances participatives notamment et qui vont arrêter la liste définitive des projets soumis au vote. Elles seront publiques cette année. Une fois le vote passé, donc le vote se déroule en automne, il y a deux modalités de vote, un vote numérique et un vote papier. Et donc, une modification par rapport aux années précédentes dans la détermination des projets lauréats. Cette fois, elle est fixée par avance, non plus par rapport à une enveloppe budgétaire prédéterminée, mais par rapport à vraiment une recherche de quels sont les projets les plus plébiscités par le public et par les Parisiens. C'est ça qui guide notre réflexion. Donc, ça veut dire de 2 à 5 projets lauréats par arrondissement, en fonction de leur démographie, en fonction des quartiers populaires. Si je prends la dernière ligne du petit encadré à droite, 18e, 19e, 20e, pour l'exemple, 5 projets lauréats, entre parenthèses 3 plus 2, ça veut dire que les 3 projets les mieux votés sont lauréats et qu'on va aller rechercher les 2 projets suivants labellisés quartier populaire, c'est-à-dire relevant de ces périmètres géographiques, et les considérer eux aussi comme lauréats. Voilà, vous avez toute la répartition qui est affichée sur votre écran. Le nombre de projets lauréats est connu à l'avance. Et la méthode de vote pour les choisir, là aussi, s'inspire d'une volonté politique d'aller vers plus de démocratie, plus je dirais, enfin, sans vouloir parler de manière compliquée, l'idée qui nous anime, c'est vraiment comment est-ce qu'on agrège le plus fidèlement possible des opinions individuelles en une opinion collective représentative.
et choisir 4 projets dans une liste, et ben, c'est pas la meilleure méthode, même si c'est celle à laquelle on est la mieux habitué. Donc on est en train de travailler sur une méthode inspirée du jugement majoritaire. L'idée étant de vous donner la possibilité de donner une appréciation qualitative sur chacun des projets mis au vote, plutôt que de vous demander de choisir parmi une liste, 4 projets au maximum. Et c'est encore une fois la recherche d'un résultat qui sera plus représentatif des opinions exprimées, y compris en vous permettant d'exprimer des réticences sur certains des projets mis au vote. C'est aussi le fruit de notre expérience qui nous guide dans ces révisions méthodologiques. Voilà, une carte des urnes. Je parlais des quartiers populaires à l'instant. Vous voyez leur périmètre en violet sur cette carte. Vous voyez qu'on a à peu près 200 points de vote animés et pilotés par les arrondissements, par les mairies d'arrondissement, avec le soutien des maisons de la vie associative et citoyenne et des équipes de développement local dans les quartiers populaires. Et puis une petite équipe aussi gérée par le central, par la mission budget participatif que vous voyez en rouge sur cette carte. Cette carte sera évidemment mise à jour en vue du vote de 2021. Alors, on propose plein d'accompagnements. Je termine là-dessus. L'accompagnement, on est en train, avec vous aujourd'hui, de vous proposer de répondre à vos questions et de vous présenter le dispositif. Il va y avoir d'autres initiatives comme celle-là qui seront mises en ligne sur l'agenda que vous trouvez sur la page du budget participatif, mais qui seront aussi diffusées sur les réseaux sociaux. Le prochain, de mémoire, concernera les habitants du 14e, puisqu'on a une réunion publique qui sera présidée par la maire du 14e sur le budget participatif ce lundi soir, pour exemple, et dans tous les autres arrondissements, enfin dans beaucoup d'autres arrondissements, il y aura des initiatives similaires. Ce qu'on peut vous donner comme conseil en amont, c'est un petit peu ce que je disais tout au long de cette discussion, cette présentation. Nous, c'est comment est-ce que vous travaillez la robustesse de votre projet. Il ne s'agit pas forcément d'aller trop loin en nous fournissant quasiment une analyse technique qui revient à la ville, mais il s'agit néanmoins de rechercher ce que nous, on appelle les 4 R. Évidemment, votre projet doit être recevable, ça, on en a parlé, mais il doit aussi être robuste, c'est-à-dire être assez précis pour qu'on puisse l'analyser. On se retrouve parfois avec des projets qui nous disent bah, moi, je voudrais plus de verre à Paris. Ça nous permet pas, malheureusement. C'est une idée, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas un projet. Et nous, on ne sait pas comment l'analyser techniquement. Donc, il doit être un peu plus précis que ça, localiser, répondre à ces fameuses questions pourquoi, quoi, où, de manière la plus précise possible. Il doit être réalisable. Ça, c'est la question des coûts de fonctionnement induits dont on parlait tout à l'heure, mais aussi éventuellement de joindre des images, joindre des documents. Vous en avez la possibilité lors de votre dépôt de projet. Et il doit être fédérateur. Ça, je vous en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que dès que vous le déposez, eh bien, il faut rassembler autour de votre idée pour que en septembre, elle fédère beaucoup d'avis positifs. Dans tous les arrondissements, vous pouvez contacter les maisons de la vie associative et citoyenne qui sont de plus en plus outillées sur le budget participatif et qui se feront un plaisir de vous conseiller. Les coordinateurs et coordinatrices de conseils de quartier dans les mairies d'arrondissement. Eva, qui est désormais une grande experte du budget participatif à l'issue de cette réunion. Non, je plaisante, je te laisse juge de ta disponibilité sur ces questions. Mais voilà, dans tous les arrondissements, vous avez des équipes de développement local dans les quartiers populaires avec lesquelles on dialogue depuis plusieurs semaines et qui sont aujourd'hui les mieux à même de vous renseigner ou de vous orienter sur ces questions de projets pour le budget participatif avec un agenda en ligne pour éventuellement participer à des événements tels que celui-ci, poser des questions plus précises. Il va y avoir des permanences dans l'espace public, notamment si au cours de votre de réflexion, vous rencontrez des questions. Il va y avoir des ateliers de formation. Je pense même qu'ils ont été mis en ligne aujourd'hui sur le site du budget participatif. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à consulter cet agenda pour si vous souhaitez revenir, poser des questions, avoir des conseils ou à nous contacter au travers des maisons de la vie associative et des coordinateurs de conseils de quartier. Dans les quartiers populaires, il y a des associations qui bossent aussi très fort pour accompagner les habitants. Vous les croiserez si vous y résidez. L'éco-citoyen, Astéria, Projet 19, les parcs Quartier du Monde, en particulier Quartier du Monde, c'est plutôt spécifique sur la question des femmes et de leur place dans l'élaboration des politiques publiques.
Vous voyez leur répartition territoriale. C'est aussi l'émanation du souhait de la maire de Paris de renforcer les capacités d'agir dans les quartiers populaires pour permettre à tous de participer au budget participatif. Enfin, des ressources en ligne qui arrivent progressivement. On a encore un tout petit peu de patience. Sur notre site, il y a déjà beaucoup d'explications sur la manière dont fonctionne le budget participatif. Vous retrouvez sur le portail Open Data de la ville de Paris toutes les opérations votées et réalisées depuis 2015, et donc autant de sources d'inspiration. On ne l'a pas cité là, mais je vous recommande aussi le site de l'APUR avec des études récentes, notamment sur le potentiel de végétalisation de la ville, qui peuvent inspirer aussi des propositions au budget participatif. Il y aura un guide pour faire Paris à votre idée, qui est le guide méthodologique du budget participatif qu'on est en train de mettre à jour. Et pour accompagner votre travail de mobilisation autour de votre projet, la direction de la communication de la ville finalise actuellement un kit de communication qui sera lui aussi mis en téléchargement. Merci beaucoup Harry, c'était très très clair. Enfin, j'ai pu répondre aux questions, donc je pense que c'était clair. Donc on va passer maintenant aux questions-réponses. Il y en a eu quand même pas mal, donc on va essayer d'aller au plus vite. Tout d'abord, est-ce que ça peut concerner des porteurs de projets liés à l'éducation à l'environnement ou à l'ESS, par exemple, une entreprise de l'ESS ou une association d'éducation à l'environnement? Dès lors que les projets répondent aux critères de recevabilité et que le porteur de projet est un résident parisien, il n'y a pas de limite, il y a pas en termes de statut social, on va dire. La seule question, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, les entreprises, bon, je le dis parce qu'on l'a vu beaucoup passer les années précédentes, on ne prend pas de projet à vocation commerciale. On ne va pas financer avec de l'argent public des projets qui viseraient à développer des nouveaux produits ou qui seraient ensuite facturés aux Parisiennes et aux Parisiens. Donc ça rentrera pas dans le cadre du budget participatif. Mais oui, il y a énormément de ressourceries, par exemple, qui ont été soutenues dans le cadre du budget participatif, par exemple par la rénovation des locaux qu'elles avaient trouvés pour s'installer. Donc si vous allez sur le site du budget participatif, par exemple, et que vous tapez ressourceries, vous verrez qu'il y a eu pas mal de lieux ouverts. Là, petit clin d'œil aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pour ce qui est de l'éducation à l'environnement, pourquoi pas? Là, c'est aussi la nature du projet qui va compter. Je crois que l'association YGREN de mémoire a proposé des kits pédagogiques éco-responsables l'an dernier qui ont été votés. Pardon. Par contre, ce que je dois préciser, c'est qu'il n'y a pas d'automaticité entre le fait qu'un projet soit voté au budget participatif et le fait qu'il y ait une subvention d'investissement qui soit versée à tel ou tel acteur. Là, en l'occurrence, ces kits pédagogiques, je crois qu'ils participent ce soir. Ils ont été mis en œuvre dans le cadre d'une subvention à la maison du zéro déchet, au pavillon du zéro déchet, et pas à l'association YGREN. Voilà, je suis pas un expert c'est pas moi qui pilote ces projets, mais c'est une information que j'ai cru voir passer. Donc voilà, la question, c'est juste de se dire, c'est pas parce qu'une fois qu'un projet est voté, c'est un bien commun. Et un bien commun, ça veut dire qu'il n'y a pas d'automaticité entre le fait que vous ayez déposé une bonne idée, dans le sens où elle a été plébiscitée, et le fait que vous receviez une subvention pour la concrétiser. Elle pourra être mise en œuvre au travers d'un appel à projet, elle pourra être mise en œuvre par la ville de Paris directement. Encore une fois, il n'y a pas de relation de cause à effet direct. Est-ce qu'il y a une liste d'entrepreneurs et d'associations dans les thématiques qu'on a vues aujourd'hui pour pouvoir les contacter et voir sur l'arrondissement pour proposer des espaces disponibles, car cette personne qui a posé la question est membre du comité d'un quartier est référent du coup sur le budget participatif et qu'il n'y a pas grand-chose dans son quartier sur, par exemple, des jardins partagés. Donc, est-ce qu'il y a une liste d'entrepreneurs et d'associations à contacter pour les motiver à participer au budget participatif? Alors, je pense que c'est peut-être plutôt en direction de réseaux thématiques qu'il faut se diriger. Là, je ne m'en voulez pas, mais je vous renvoie un peu la question. J'imagine que c'est vraiment, si on est sur la question de la végétalisation, vaut mieux, ou des jardins partagés, il vaut mieux aller vers Main Verte, qui dispose d'un réseau d'acteurs. Je vous laisse peut-être en parler. Nous, on est beaucoup trop généraliste pour avoir un catalogue exhaustif d'acteurs qui pourraient intervenir en fonction de la nature des projets. Pour compléter ce que tu dis, Harry, si jamais vous repérez des friches ou des espaces qui potentiellement pourraient être végétalisés,
n'hésitez pas à nous envoyer en fait la localisation précise du terrain avec l'adresse, des cartes, des plans, parce que ça fait gagner du temps pour bien qu'on voit où se situe le projet. Et ensuite, nous, si on voit que le projet peut se faire, on va étudier ça. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail sur main.verte et puis contacter bien sûr la mairie locale qui est au courant très très bien de ce qui se passe localement dans son arrondissement. Et vous avez aussi, pour les acteurs du Paris durable, ça regroupe vraiment tous les acteurs qui œuvrent pour un Paris plus durable, donc des entreprises et des associations que vous pouvez trouver sur notre site internet pour justement avoir une liste peut-être pas exhaustive, mais d'avoir quelques acteurs en tête pour, par exemple, faire votre budget participer à votre budget participatif. Il y a une question. La rédaction du projet doit-elle répondre à une méthodologie ou une charte particulière? Existe-t-il un modèle de dépôt? Alors, c'est un petit peu ce que je disais en vous présentant la diapo sur le dépôt de projet. Il n'y a pas de modèle de dépôt, notamment vous pouvez accéder à partir du 4 février à tous les projets déposés. Vous pouvez aller aussi, il y a une rubrique qui s'appelle Suivi des réalisations. Merci Titouan, sur le site internet du budget participatif qui vous donne, qui vous montre des projets votés. Donc, on va dire que c'est un modèle puisqu'ils ont été votés. Non, il n'y a pas de modèle parce que la démarche est très ouverte. C'est un titre, un descriptif, une localisation. Par contre, il y a le guide qui sera mis en ligne dès le 4 qui vous donnera le guide méthodo qui vous donne des éléments un petit peu pour garantir la robustesse de votre projet, mais on ne produit pas de gabarit type, quoi. On n'est pas on essaie de fermer le moins possible le dépôt de projet. Ok. Tu as dit tout à l'heure qu'il fallait être parisien du coup pour déposer. Est-ce qu'il faut être parisien aussi pour voter? Tout à fait. D'accord. Autre question. Quelles sont les compétences de la ville? Est-ce que du matériel de jardinage rentre dans de l'investissement? Je crois d'ailleurs qu'on a déjà voté une dotation de matériel de jardinage pour la maison du jardinage, sous votre contrôle toujours. Donc ma réponse est positive. Il y a déjà eu un projet du budget participatif qui proposait ce type de dotation. Donc oui, on va dire qu'on est dans la clause générale dans la clause de compétences générales avec le jardinage. C'est compliqué de répondre à la question quelles sont les compétences. Ce que je peux vous dire, c'est que parmi les sujets qui reviennent souvent, le transport public n'est pas une compétence de la ville, mais d'Île-de-France Mobilité. Donc on ne peut pas refaire une station de métro ou créer une nouvelle station de métro au titre du budget participatif. De toute façon, on sera sur de l'aménagement lourd, mais voilà, c'est surtout la question du transport public qui est une compétence donc Île-de-France Mobilité. Sur les quais de Seine, il y a quelques secteurs qui relèvent de la compétence Port de Paris et non pas Ville de Paris, vers Bercy notamment, et qui du coup échappent au périmètre du budget participatif. Voilà, au-delà de ça, la santé et les hôpitaux ne relèvent pas de la Ville de Paris. Bon, je pense que par contre, j'ai pas d'autres idées qui me viennent là tout de suite, mais c'est les idées voilà, les plus évidentes par rapport au projet qu'on nous propose de temps en temps. Très bien. Dans une des diapos, si un projet concerne tout Paris, il n'y aura que 2 lauréats, c'est bien cela, assez peu de chances de succès du coup. Alors, il y aura moins de lauréats que les années précédentes, mais néanmoins, les projets de tout Paris sont toujours des projets regroupés. Je crois qu'à titre de mémoire, je pense que on a regroupé 200 projets en 27 l'an dernier sur le bulletin de vote parisien. Donc oui, mais quand on dit 2 projets votés, ça ne veut pas dire 2 projets déposés qui sont votés. Ça veut dire 2 projets qui vont en regrouper beaucoup d'autres. Alors c'est pas unique, je vote pas en touche en vous disant ça, mais néanmoins, ce que je peux vous assurer, c'est que c'est beaucoup plus que 2 projets déposés qui seront votés à l'échelle tout Paris et que la limitation des 2 millions d'euros ne s'appliquera pas au projet parisien. Donc, a priori, dès lors que on saura et on y arrive tous les ans, donc il n'y a pas de raison de construire des regroupements cohérents en termes de thématique ou de localisation, mais plutôt en termes de thématique à l'échelle parisienne.
Vous avez toujours un gros ensemble thématique solidarité, un gros ensemble thématique autour de l'environnement. En tout cas, c'est des projets qui reviennent tous les ans. Dès lors que ces projets sont votés, bah, tous ceux qui sont sous-jacents l'auront inspiré et suivront sa mise en œuvre. Et seront mis en œuvre. Très bien. Et comment est-on informé du chemin suivi par le projet après son dépôt? Eh bien, dès lors que vous en êtes le déposant, ou même quand vous ne l'êtes pas d'ailleurs, le statut du projet va évoluer. Il y a un petit champ en ligne, une petite information. Donc, le statut au départ, il est déposé. Ensuite, il peut être éventuellement en co-construction ou à l'étude. Ensuite, il peut être retenu en vue de sa mise au vote et puis éventuellement lauréat. Donc, le statut est affiché sur la fiche projet sur le site. Et par ailleurs, dès lors que vous êtes déposant ou associé du projet, vous recevez des notifications par mail dès lors que votre projet passe une étape et commenté ou dès lors que quelqu'un s'y associe. Très bien. Deux dernières petites questions, elles sont toutes petites. Y a-t-il un montant maximal? Je crois que tu l'avais déjà dit. Alors, il n'y aura pas de projet supérieur à 2 millions d'euros mis au vote dans les arrondissements. D'accord. Et sur une diapo, tu parlais des 40% en termes de thématique du budget participatif. Quels sont les 60% restants? Ah bah, je le disais, alors il y a des thématiques assez prégnantes, la solidarité, la culture. Alors c'est vrai que voilà, les 40%, c'est plutôt les questions environnementales, solidarité, culture, sport, cadre de vie évidemment, beaucoup de projets d'aménagement dans les précédentes éditions et liés au développement des mobilités douces, avant que tout ça ne se passe à une autre échelle là désormais. Des projets sportifs. Il y a eu beaucoup de rénovations d'équipements sportifs, de couverture de terrains d'éducation physique, de pose d'agrès sportifs, je le disais. Voilà, en quelques exemples. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Vous allez à la rubrique suivi des réalisations. Vous pouvez les filtrer par niveau d'avancement ou par arrondissement ou par thème. Vous verrez que les thématiques sont assez nombreuses. Très bien. Et du coup, par rapport au montant maximum, est-ce qu'il y a un montant minimum? Pas de montant minimum, non. Par contre, il est arrivé dans les éditions passées que certains projets à très faible coût, type 1 000 €, 2 000 €, soient pris en charge par la mairie d'arrondissement directement, qui dans ces cas-là on répond aux porteurs de projet que le projet n'est pas mis au vote, mais bien va bien être mis en œuvre. Par exemple, une plaque mémorielle ou des choses comme ça a pu arriver que la mairie d'arrondissement dise pas besoin de mettre ça au vote, on le fait directement. Très bien, bah, c'était la dernière question. Donc merci Harry, merci Titouan, merci Margot. Merci à vous. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin pour cette pause durable et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.